Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle page d'information africaine et c'est sur votre chaîne panafricaine Afrique Média. En prélude aux festivités du 45e anniversaire de l'indépendance équato-guinéenne, les préparatifs s'activent et précisément du côté de la permanence du Parti national démocrate. Les différentes commissions de suivi se concertent comme celle-ci sous la houlette de leur président. Le premier vice-président de la République chargé des affaires présidentielles, Ignacio Milamtan, en sa qualité de président du comité de suivi du Parti démocratique de Guinée équatoriale du district de Vinayon, s'est réuni avec les militants et sympathisants du parti au flambeau ardent. Une rencontre qui s'est déroulée au siège de cette formation politique et l'ordre du jour était ponctué sur la commémoration du 45e anniversaire de la Guinée équatoriale à la souveraineté internationale. Il s'agissait pour Milamtan, au cours de cette rencontre avec sa militance, de coordonner les préparatifs des activités du 12 octobre prochain, fête de l'indépendance de notre pays. Et puis, réunion de sensibilisation et de coordination présidée par le délégué régional de la fonction publique, toujours en Guinée équatoriale. Celui-ci a prescrit responsabilité, assiduité, surtout respect de la hiérarchie au personnel de l'hôpital régional dans sa foulée de recensement du personnel. Le personnel affecté à l'hôpital Jesus Alfonso Oyona Logo de Bébéine conviait le week-end écoulé à une session de travail et de routine sous la houlette du délégué régional de la fonction publique de Kientem, Fermine Dongediang, était censé de revoir certaines incohérences laborales telles que l'absentéisme, le retard, l'insubordination, entre autres. Ces assises qui consistaient également la continuité de celles présidées récemment par le ministère de l'Éducation et de la Science étaient également mises à profit pour procéder minutieusement à un recensement du personnel de cette institution sanitaire et d'aborder aussi l'épineux sujet des affectations souvent refusées par un grand nombre du personnel. Occasion propice donc pour le délégué régional de la fonction publique de sensibiliser le personnel et de mettre de l'ordre dans ce centre de santé enclin à une anarchie. Parlons à présent de la conférence internationale pour la population et le développement à Addis Abeba, c'est en Éthiopie. Une conférence régionale qui devait permettre à l'Afrique d'évaluer la mise en œuvre de la CIPD depuis plus de 20 ans et d'adopter ainsi une position commune pour l'après 2014. En 1994, au Caire, en Égypte, plus de 170 dirigeants du monde ont adopté le plan d'action de la Conférence internationale pour la population et le développement. Les engagements pris par eux ont permis de mettre l'amélioration des conditions de vie des êtres humains au centre des politiques des États. Près de 20 ans après, les populations et en particulier les femmes et les jeunes vivent-ils mieux en Afrique? La question a été débattue lors de la session des jeunes, de la société civile et celle des experts africains. La session des ministres, pour sa part, devait permettre à l'Afrique de parler d'une seule voix à travers une déclaration qui sera présentée à la Revue mondiale de la mise en œuvre de la CIPD après 2014. De hautes personnalités se sont donc relayées au pupitre pour souligner l'importance de la rencontre d'Addis Abeba. Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, le vice-président de la Commission de l'Union africaine ainsi que le Premier ministre éthiopien. Après leur discours très applaudi, les ministres africains se sont vus présenter le projet de déclaration à adopter. Les divergences sur le texte apparaissent aussitôt et la ministre tchadienne de l'Action sociale fait remarquer que certains termes utilisés sont à éclaircir. Nous avons un document qui parle de la recommandation en matière de santé, de la reproduction et en matière de sexualité. C'est un document produit par un groupe de travail de haut niveau sur la CIPD. Dans ce document, nous retrouvons des expressions telles que orientation sexuelle, famille émergente, liberté des rapports sexuels hors mariage, etc. Ces notions, je voudrais savoir si ça a été fait l'objet de discussions préalables. Si tel n'est pas le cas, il faudra bien qu'on en parle, qu'on en discute pour que cela reflète la position commune de l'Afrique.
Le débat se poursuit au deuxième jour des travaux des ministres et devant ce qui semble être une impasse, le Présidium convoque une réunion informelle avec les chefs de délégation. Plus de 5 heures de discussion plus tard, la plénière reprend et avec elle, le débat qui bloque toujours. Le président de la session déclare alors la fin des travaux et la délégation tchadienne campe sur sa position. Nous n'avons pas adopté la déclaration de Addis Abeba parce que les articles 17, 18 et 35 sont contraires à nos valeurs éthiques et morales. Et ça risque de nous créer des problèmes dans l'application au niveau national. Les articles parlent de la non-discrimination, mais il y a des nuances parce que ça ouvre une porte à certaines valeurs que nous, on n'accepte pas. La mairie du district de Bamako, c'est au Mali, privée d'électricité depuis plusieurs mois maintenant. L'hôtel de ville doit s'acquitter d'une facture de plus d'une dizaine de millions de francs CFA. Pour l'heure, les négociations sont en cours entre les deux protagonistes. La mairie du district traverse une zone de turbulence. Depuis plusieurs mois, la structure est quasiment plongée dans le noir. Les raisons dépassent l'entendement des citoyens lambda. L'hôtel de ville ne paye pas les factures d'électricité. La somme impayée est gardée secrète. Certaines sources évoquent près d'1 milliard de francs CFA. Le district de Bamako, depuis la coupure, a parvenu à faire un effort dans des paiements échelonnés qui ont été faits depuis une fois 40 millions, 20 millions, ensuite 20 millions et 10 millions, ce qui fait à peu près dans les 90 millions de paiements qui ont été faits. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore été rétablis parce que nous ne sommes pas parvenus à faire un paiement à hauteur de ce comme ils le pensent bien. J'aurais souhaité qu'il vous avoue aussi l'effort qui reste à faire. Vous savez, nous faisons des moratoires avec tous les clients qui sont en difficulté de paiement. Mais le niveau du moratoire dépend, est en rapport avec le volume des arriérés. Croyez-moi, 90 millions, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la dette que la mairie nous doit. Pour faire face à la situation, la municipalité a entamé des négociations avec Énergie du Mali. Pour l'instant, EDM SA ne semble pas prête à encourager les mauvais payeurs. Au-delà de la mairie, c'est l'ensemble du personnel du district de Bamako et même l'ensemble des populations de Bamako qui souffrent d'un service qui n'est pas rendu par manque de courant. Et là, c'est une pénalité que le peuple ne mérite pas et que EDM devrait vraiment songer à faire baisser pour mettre les agents du district et mettre le service à la disposition des populations de Bamako. Ça nous fait de la peine à EDM SA de devoir couper le courant à un client, surtout de public comme ça. Parce que pour nous, tout client est client, qui qu'il soit et où qu'il soit, et mérite respect. Mais le respect doit être réciproque en termes de respect des engagements. En attendant un terrain d'entente entre les deux structures, la mairie du district se débrouille avec un groupe électrogène. Là aussi, on ne peut assurer le carburant à temps plein. À l'hôtel de ville, le personnel et la logistique assurent le service minimum. La pyramide de souvenirs, toujours au Mali, a abrité les travaux du séminaire national sur le bannissement de la violence en milieu scolaire, mais également en milieu universitaire. Un séminaire organisé par l'amicale des militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. Couplé à la journée internationale de l'enseignant, ce séminaire national se veut une retrouvaille d'une part entre tous les étudiants et d'autre part tous les enseignants de notre pays. Nous avons connu une année scolaire 2012-2013 en parlant d'une partie du Mali que nous pouvons considérer quand même comme une année scolaire normale. Mais nous savons aussi que le nord de notre pays, depuis près de 2 ans, est dans une situation chaotique, dans une situation difficile. Cadre de formation et de partage d'expériences, ce séminaire a permis aux participants de toucher du doigt tous les problèmes brûlants de l'école sous les auspices de l'AM. Cette association qui est aussi vieille que la Troisième République n'a pas toujours su donner une image positive et responsable d'elle-même eu égard aux actes de vandalisme, de violence
d'atteinte aux personnes, aux biens et à la quiétude dans le cadre de la satisfaction de ces doléances. À l'issue des échanges, les étudiants et élèves représentés par 32 coordinateurs ont compris que l'école est un champ et non un champ de bataille. Je le dis avec toutes mes forces, les coupe-coupe et machettes aux bouchers, les armes à feu aux militaires, et nous, notre seule arme qu'on a, c'est notre cahier et notre stylo. Le thème central du panel a été éclaté en 2 sous-thèmes, à savoir bannir la violence de l'espace scolaire et universitaire et quel leader estudiantin pour l'école malienne d'aujourd'hui et de demain, respectivement développé par Youssouf Diekité et Modibo Bakone. La journée mondiale de l'enseignant est célébrée tous les 5 octobre de chaque année au Mali. Le lycée Massa Maka Diabaté a organisé une conférence à cet effet, conférence portant sur le thème « L'école malienne d'hier et d'aujourd'hui ». Animé par un éminent écrivain, témoin et acteur de grands bouleversements qu'a connu notre système éducatif, cette conférence est un espace qui retrace 2 périodes d'enseignement. L'école malienne avant les indépendances et le système éducatif après la réforme de 1962. Le premier gestionnaire de la librairie populaire du Mali, Amadou Sédou Traoré, dit Amadou Djikoroni, déplore la crise que traverse l'école malienne. Depuis 45 ans, on a commencé à démanteler l'école malienne. C'est pourquoi il ne se passe dans l'école malienne pour l'essentiel que du bricolage et des colmatages, des improvisations et des fameuses innovations, entre guillemets. En réalité, c'est des moyens par lesquels on a, par petites touches, démantelé tous les systèmes. La célébration s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l'enseignant. Chaque année et chaque fois que besoin est, il y a une remise en cause des programmes. Nous sommes avec les nouvelles filières et séries. C'est pour adapter l'enseignement au contexte de la vie actuelle. Pour qu'au sortir de l'école, l'enfant qui n'a pas de travail, qui n'est pas embauché, puisse faire quelque chose pour lui-même. Célébrer le savoir avec lequel on ne triche pas honore ceux qui forment pour la Sénégalaise Mariamba une armée noble aux exploits quotidiens, jamais chantée, jamais décorée. On ne peut que fêter l'enseignant. L'enseignant est le moteur de ce pays parce que l'enseignant est celui qui fait de l'homme ce qu'il doit être. Pour le conférencier, l'application du contenu du Forum national sur l'éducation de 2008 reste le passage obligé pour le Mali. Au Cameroun également, on a célébré cette 20e édition de la Journée mondiale de l'enseignant ce 5 octobre dernier sous le thème Appel aux enseignants. À Yaoundé, la capitale politique du pays, les activités marquant l'édition en 2013 se sont déroulées au Palais des Sports sous l'égide du ministre des Enseignements secondaires, Louis Bapet. Appel aux enseignants, c'est sous ce thème que s'est célébrée la 20e journée mondiale à eux consacrée. Comme chaque 5 octobre, les professionnels de la crèche sont au devant de la scène. À Yaoundé, ils se sont retrouvés au Palais des Sports pour partager la joie et la déception autour d'un métier toujours en attente d'une considération meilleure. Je pense que l'enseignement est un métier noble, un métier assez digne, mais les conditions souvent ne sont pas évidentes. Les conditions dans lesquelles on fait cours, les effectifs pléthoriques, souvent il y a tellement de difficultés dans le métier d'enseignement, mais cela reste un métier très noble. En ce qui concerne les conditions salariales, nous laissons le soin à l'administration de revoir la condition des enseignants. Le métier d'enseignant, c'est un métier assez complexe parce que ma mère l'est, la voix. Constamment, on est constamment en train de faire des recherches, quand on est enseignant, on est constamment en train de faire quelque chose. Parce que tout évolue. Même la façon d'enseigner, les types d'enseignement évoluent constamment. Donc un bon enseignant, c'est quelqu'un qui est toujours en train d'étudier en fait. Il est toujours en train d'étudier pour pouvoir transmettre les meilleures connaissances possibles en fait à ses apprenants. L'enseignant, maître du jeu pédagogique, responsable de l'encadrement des tout-petits. À chaque édition, les mêmes problèmes reviennent et on a de la peine à donner aux enseignants une place considérable dans la société. Le ministre des Enseignements secondaires, Louis Bapes, rassure que le gouvernement est à pied d'œuvre et n'a aucun doute sur l'engagement des enseignants. Il est désormais question de permettre à tous les enseignants
de bénéficier des conditions de travail adéquates. La célébration de ce jour se tient au lendemain d'une année scolaire qui a vu les efforts du corps enseignant couronnés de succès à travers des résultats encourageants des élèves aux différents examens. La communauté éducative et partant la nation tout entière reconnaît les sacrifices ainsi consentis et vous en sait infiniment gré. Les élèves qui partagent leur quotidien avec ces professionnels sont venus vivre l'événement en direct. Occasion pour certains de rendre hommage à ces hommes et femmes, garants de leur formation. On enseigne très bien, les enseignants enseignent très bien. Déjà l'établissement me plaît, j'aime cet établissement. Nos enseignants sont très compétents dans la mesure quand ils nous donnent des exercices et corrigent, se soucient de notre bien, ils veulent qu'on réussisse notre examen. Ils nous donnent bien, mais il y en a qui dérangent parfois, mais le mieux est de suivre leurs instructions pour pouvoir réussir à nos examens en fin d'année. Donc nous faisons des efforts pour pouvoir le suivre. Pour joindre l'utile à l'agréable, les médailles d'honneur de travail ont été remises aux enseignants qui se sont distingués par leur abnégation au travail. Tout cela agrémenté par les prestations artistiques pour célébrer l'enseignant avant de reprendre le chemin de l'école. Cela fait un an que le ministre de l'Environnement au Cameroun et celui du Commerce ont conjointement signé un texte interdisant la fabrication, la vente et l'usage des emballages non biodégradables. Cependant, sur le terrain, la lutte contre la matière plastique se heurte encore à de nombreuses incertitudes. La lutte contre les emballages plastiques n'a même pas encore débuté, qu'elle se présente déjà comme une mission impossible pour le gouvernement camerounais. Entre la prise de décision à travers le texte du 24 octobre 2012 et sa mise en application sur le terrain, l'on observe un océan d'incertitudes. Incertitudes liées à la place importante qu'occupe jusqu'ici l'emballage plastique sur le territoire national. Et si la société d'hygiène et salubrité ISACAM peut servir de baromètre, il apparaît que sur les 700 tonnes d'ordures collectées chaque jour, 14 tonnes environ sont des déchets non biodégradables. Les emballages plastiques, c'est ce qu'on trouve plus sur le terrain. Par rapport, c'est parce que c'est que la clientèle utilise les passagers. Donc ça, quand il y a un bien, on achète, ça s'envole le pied partout. Là, on balaye, on ramasse. Que ce soit l'emballage plastique ou bien les ordures, bien la poussière, le sable, la terre, on mélange tout. On parle de ça à décharge. L'interdiction de l'usage d'emballages plastiques au Cameroun se heurte également au caractère pratique et disponible de cet outil sur le marché. Il est d'ailleurs difficile pour les commerçants d'envisager l'avenir sans l'emballage plastique. Si on refuse qu'on n'utilise pas les emballages plastiques, on peut souvent emballer les carottes comme aussi la tomate qu'on détaille dans quoi. Essayez aussi de nous comprendre. Parce qu'on est aussi dépassé. Les emballages, ça nous aide beaucoup. Ça facilite beaucoup de tâches. Puisque avant, notre grand-père, notre grand-mère utilisaient les feuilles de bananier ainsi que la feuille du macabo. Il n'y a pas ça ici. Là. Si on laisse d'utiliser les emballages plastiques comme ça, là, on doit emballer dans le. Et même si le passage de l'emballage plastique aux emballages biodégradables reste problématique, les commerçants sont disposés à accompagner le gouvernement dans ce combat dont l'objectif fondamental est la santé de l'homme et de l'environnement. Si on dit qu'on n'utilise pas, il ne peut pas aussi utiliser. Si on dit que c'est un truc qui nuit à la santé, il peut utiliser encore comment? Quand l'État dit qu'on n'utilise plus, il ne peut pas aussi partir à l'envers. Il n'est jamais utilisé ça pour la nourriture. Quand on utilise même quelque chose, je vois même un truc qu'on en bas dans les millions, je peux même pas aussi pour manger. Soit même les personnes que les femmes préparent, même ils en bas sur ça là. Et j'ai déjà dit même à vos sœurs qui sont à la maison que je ne veux pas, qui sont en mariage, que n'utilisez jamais le papier ni non pour la nourriture. Utilisez la feuille, la feuille coûte même 100 francs la feuille.
Vous prenez ça, vous utilisez pour la nourriture. La santé avant tout. La matière plastique non biodégradable est en effet un danger pour l'homme et l'environnement. Elle est un frein pour l'agriculture à travers la pollution des sols et représente également la principale cause des inondations en milieu urbain. 12 mois après la signature du texte portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation de ce type d'emballage au Cameroun, tout reste flou. Quant au passage à l'action, les opérateurs n'ont plus que 6 mois pour se conformer à la nouvelle donne, mais après, qu'en sera-t-il ? Le ministre du Travail algérien participe au 2e forum de leaders politiques actifs dans le domaine de l'éducation et de l'emploi. C'est à Marseille, en France. Il a mis en exergue l'importance d'assurer une économie qui crée ses propres emplois. Il faut consentir des efforts et faire en sorte que l'économie crée désormais ses propres emplois. C'est en substance ce qu'a déclaré à partir de la ville française de Marseille le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale. Pour Mohamed Ben Maradi, il est important, voire primordial, de passer d'une étape de soutien au pré-emploi à celle de poste pérenne. Nous allons essentiellement faire état de notre propre expérience. Nous sommes en train d'appliquer une politique assez hardie en matière de soutien à l'investissement. Nous créons pratiquement 600 à 650 000 emplois par des dispositifs publics par an, depuis 5-6 ans. Nous sommes en phase d'évaluer un petit peu ces politiques. Le ministre du Travail a d'autre part rappelé le lancement en 2008 d'un important programme de soutien à l'emploi et d'amélioration à l'apprentissage qui a permis la création de pas moins de 700 000 emplois par an, équivalent à 4 millions de postes en 5 ans. Nous venons donc aujourd'hui avec l'Union européenne, donc la Commission européenne et le Parlement européen, échanger un petit peu les expériences des différents pays de la région et voir de quelle manière nous pouvons nous aider mutuellement à améliorer un petit peu nos dispositifs. Le forum euro-méditerranéen, regroupant une quarantaine de ministres et des parlementaires arabes et de la Méditerranée, a principalement porté sur l'efficience des politiques publiques en matière d'enseignement, de formation et d'emploi. 12 milliards de dinars américains, c'est le budget alloué au plan d'urgence pour la création de 861 marchés de proximité en Algérie, un chiffre donné par le ministre du Commerce lors d'une réunion d'évaluation. L'opération d'assainissement lancée par les autorités en vue d'éradiquer le commerce informel se poursuit. Un plan d'urgence a été débloqué, doté d'un budget de 12 milliards de dinars pour la création de 861 marchés de proximité. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce Mostafa Benbada lors d'une rencontre avec des cadres du secteur. Selon le ministre, un autre programme destiné à la réalisation de marchés couverts est également en cours, dont une partie du financement est prise en charge par une contribution de l'État dans le cadre des 10 milliards de dinars octroyés au secteur au titre du programme quinquennal 2010-2014 sous forme d'un montage financier avec les collectivités locales. Par ailleurs, le premier responsable du secteur a indiqué que près de 165 000 infractions à la réglementation ont été constatées durant les 9 premiers mois de 2013 par les brigades de contrôle du ministère du Commerce. Ces interventions de contrôle se sont soldées également par la saisie de marchandises pour diverses infractions pour une valeur de plus d'1,3 milliard de dinars et la fermeture de près de 11 000 locaux. Les services de contrôle avaient également refusé l'admission sur le territoire national de produits importés reconnus non conformes d'une valeur globale de 6,55 milliards de dinars. D'autre part, Benbada a souligné qu'un effort considérable a été consenti en 2013 pour la mise en place d'un dispositif de vente des véhicules neufs. Le ministre du Commerce a également rappelé l'inquiétude du Premier ministre face à la forte croissance des flux d'importation de véhicules et qui a adressé en novembre dernier une instruction à 4 ministères, à savoir les finances, le commerce, l'industrie et transport, leur ordonnant de mettre en œuvre certaines mesures à l'effet de décourager l'importation des véhicules qui ne répondent pas aux critères de sécurité. Benbada a enfin fait remarquer que son département, après enquête, a suggéré au ministère de l'Industrie de retirer l'agrément à 4 concessionnaires suite aux infractions constatées. Et terminons avec la République démocratique du Congo. Une audience a été accordée à la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies par le président congolais. Au menu des discussions, l'évaluation de l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba, le processus de paix dans l'est de la RDC, mais également dans les Grands Lacs. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la délégation de haut rang du Conseil de sécurité des Nations Unies, constituée de 15 membres et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, s'est rendue le samedi 5 octobre 2013 en fin d'après-midi au Palais de la Nation sous la conduite conjointe
de Mohamed Loulichi du Maroc et de Alexis Lamec de France. Au palais présidentiel, c'est là que cette forte délégation a été reçue en audience par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale de la francophonie, Remo Tchibandantou Mlongo, de l'ambassadeur Gatama Vita, représentant permanent de la RDC auprès des Nations Unies, et d'une poignée de hauts cadres du cabinet du président de la République. Au cours de cette rencontre d'une heure, le chef de l'État et ses interlocuteurs ont passé au peigne fin les questions relatives à l'évaluation de l'application de l'accord cadre, le processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région et les efforts des autorités du pays pour la stabilité de la contrée et la cohésion nationale. C'est uniquement de cette manière que tout le monde peut contribuer à restaurer la paix, à restaurer la stabilité et à faire en sorte que cette région puisse retrouver sa vocation régionale comme un pôle stabilisateur, mais également comme un pôle de développement économique, étant donné les potentialités énormes dont elle dispose. Nous avons pu, sur cette base-là, approfondir, je pense, le partenariat qui existe entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Ce n'est évidemment pas aux Nations Unies de se substituer au rôle des États, cela va de soi, mais les Nations Unies sont aux côtés des autorités congolaises, aux côtés des populations de la République démocratique du Congo, pour que on avance vers la sortie de crise. Et voilà, et nous mettons un terme à cette édition d'Info Afrique. Merci de nous avoir suivis. L'information est en continu sur votre chaîne de télévision.